Ce fut au tout début du Xe siècle que Charles le Simple, qui était alors roi de France, rencontra à Saint-Clair-sur-Epte Rollon, le chef des Vikings, et le fit duc de Normandie. C'était, sur les bords de la Manche, à 2 pas des îles britanniques, la naissance d'un duché qui allait jouer un rôle primordial dans l'histoire du monde occidental. Venus de la mer, les Normands ne pouvaient que regarder vers elle. Et en 1066, Guillaume de Normandie, qui allait devenir Guillaume le Conquérant, se lançait à la conquête de l'Angleterre. Ce ne devait pas être le seul rôle joué par les Normands dans l'histoire. Et le vieux port de Honfleur nous rappelle que c'est de là que partit Samuel Champlain pour aller fonder Québec. C'était moins d'un siècle après que des marins, normands eux aussi, aient découvert les premiers le site de New York. Oui, la Normandie, avec ses sites verdoyants et ses superbes cathédrales, était vraiment un carrefour de l'histoire. Quoi d'étonnant dès lors qu'elle ait été appelée à jouer un rôle de premier plan dans la plus grande tragédie de tous les temps. La folie s'était emparée du monde, et les peuples qui avaient cru le temps de la sagesse venue s'étaient retrouvés prisonniers derrière les blocos qui ceinturaient leurs côtes. Il ne restait plus pour venir au secours de la liberté que les fils des vieux pays d'Europe, partis au-delà des mers pour bâtir un nouveau monde, et les descendants de ceux que Guillaume le Conquérant avait conduits de l'autre côté de la Manche. À l'approche du jour J, une flotte de 5000 unités appuyée par 12 000 avions et planeurs était assemblée en Angleterre. 351 906 marins, aviateurs, commandos, parachutistes, soldats de tous les corps et de toutes les spécialités, placés sous les ordres du général Eisenhower, avec à ses côtés comme commandant en chef des forces terrestres le général Montgomery, allaient engager le combat contre les troupes allemandes commandées par le prestigieux maréchal Rommel. Le 5 juin 1944, un peu avant minuit, les bombardiers des forces alliées passaient à l'action. Ils devaient laisser tomber en moins de 6 heures plus de 6000 tonnes de bombes sur les défenses de la côte. À 0h20, les premiers planeurs de la 6e division aéroportée britannique, commandés par le major général Gale, qui a reçu pour mission de neutraliser la région de Ranville pour empêcher l'arrivée de renforts, viennent se poser à proximité de leurs objectifs. Et les hommes de la 5e brigade parachutiste s'emparent du pont sur l'Orne et de celui situé sur le canal de Caen, qui devait prendre le nom de Pegasus Bridge, en hommage aux combattants dont le cheval ailé était l'emblème. Dans le même temps, et pour neutraliser à l'ouest les rives du Mer de Ré et de la Douve, les 82e et 101e divisions aéroportées américaines, commandées respectivement par les généraux Ridgway et Taylor, sautaient sur la région de Sainte-Mère-Église. Le combat acharné allait se terminer au poignard. Et ce n'est que justice si c'est devant l'hôtel de ville de Sainte-Mère-Église que l'on a placé la borne 0 de la route qui devait conduire les armées américaines jusqu'aux frontières de l'Allemagne et prendre le nom de route de la liberté. Tout était prêt pour le déclenchement de la plus grande opération amphibie de tous les temps. Et à l'heure H, moins 30 minutes, les 8e et 9e forces aériennes commençaient le bombardement des défenses ennemies, tandis que là-bas, au bout de l'horizon, les cuirassés, les croiseurs, les destroyers de la force navale ouvraient le feu sur les batteries côtières. C'est dans ce tumulte d'apocalypse que la flotte d'invasion se dirige vers les plages. Devant, précédés par les dragueurs de mine, avancent les Duplex Drive, chars Sherman entourés d'une jupe étanche qui leur permet de flotter et qui sont les premiers à aborder au rivage. Derrière, pour les protéger, ce sont les Landing Craft, armés de mitrailleuses et de canons, qui tirent en avançant sur les défenseurs des plages en même temps que les chars embarqués sur les chalands et qui n'attendent pas d'être à terre pour engager le combat. Et puis viennent les péniches de débarquement, qui après avoir quitté les navires transporteurs, foncent vers la côte avec à leur bord les compagnies d'assaut. Des hommes au visage fermé, qui tentent d'apercevoir devant eux
la terre qu'ils viennent libérer et sur laquelle beaucoup mourront avant de la connaître. À H-8, les Landing Craft Rockets, armés chacun de 800 à 1000 tubes lance-fusées, arrosent les plages d'un déluge de feu. Huit minutes plus tard, dans le silence momentané qui succède à la tempête, les péniches de débarquement libèrent leur cargaison d'hommes qui, avançant dans l'eau, se dirigent vers les plages où leur mission est de réduire les derniers défenseurs. Le combat dont dépend le sort d'un continent est engagé. Et dans le tumulte des salves qui ne permettent plus de percevoir les cris de souffrance des hommes, la flotte d'invasion vient déverser sur le rivage ceux qui vont faire du jour J une victoire de la liberté. À Sword Beach, entre Lyon-sur-Mer et Rivabella, c'est la 3e division britannique, rangée aux ordres du major général Rennie, qui a débarqué. Sa mission est de prendre camp et de soutenir les forces aéroportées qui, depuis minuit, défendent les ponts sur l'Orne contre les assauts incessants de l'ennemi. Ces véhicules de transport arriveront jusqu'à Pegasus Bridge et feront leur jonction avec les troupes aéroportées. Mais une contre-attaque de la 21e Panzer l'empêchera d'établir le contact avec les troupes canadiennes débarquées sur Juno Beach. C'était en effet la 3e division d'infanterie canadienne, commandée par le général Keller, qui avait été chargée de mener l'attaque sur Juno Beach. Retardés par l'état de la mer, ces commandos allaient perdre sur les obstacles des plages une grande partie de leurs hommes et de leur matériel. Mais les Canadiens avaient avengé leurs camarades tombés 2 ans plus tôt à Dieppe. La résistance acharnée de l'ennemi ne devait pas les empêcher de mettre à terre 21 400 hommes, qui, équipés de bicyclettes, allaient s'enfoncer dans les terres et faire leur jonction avec la 50e division d'infanterie britannique qui tenait le secteur de Gold Beach. Si au soir du 6 juin, la 50e division d'infanterie britannique, commandée par le major général Graham, n'avait pas réussi à atteindre tous ses objectifs, elle avait tout de même assuré une solide tête de pont. Et ses véhicules blindés tenaient sous leur feu la Nationale 13 et les faubourgs de Bayeux, qui le lendemain serait la première ville de France libérée. C'étaient les secteurs d'Utah Beach et d'Omaha Beach qui avaient été confiés aux troupes américaines. N'ayant trouvé qu'assez peu de résistance au moment de leur débarquement, les commandos lancés sur Utah Beach avaient dû par contre affronter une mer démontée qui avait fait sombrer les chars et noyer les hommes. Cela n'avait pas empêché la 4e division américaine, placée sous les ordres du major général Barton, d'atteindre ses objectifs et de venir prêter main forte aux troupes aéroportées qui se battaient dans cette mer-église. Il n'en fut pas de même pour la 1re division d'infanterie qui, renforcée du 116e régiment de la 29e division, avait été chargée du secteur d'Omaha Beach. Sous les ordres du major général Hubner, elle aurait dû atteindre Isigny, contrôler la Nationale 13 et arriver jusqu'à Vaucelles, à proximité de Bayeux. Les dieux de la guerre devaient en décider autrement et faire du secteur d'Omaha Beach la zone la plus meurtrière des combats du jour J. Lorsqu'à l'heure H, les fantassins de la première vague abordèrent dans la fumée des explosions, le courant, en dispersant les péniches, avait rendu impossible le regroupement des compagnies. Et les hommes, accueillis par un feu nourri d'armes automatiques et de mortiers, restèrent cloués au sol parmi les obstacles accumulés par l'ennemi. La 2e vague, accueillie par le même feu d'enfer, ne put avancer davantage. Et à 9h30, les rares unités qui avaient réussi à prendre pied étant toujours bloquées sur les plages, le commandement allemand pouvait considérer que la partie était perdue pour les assaillants.
ce ne fut que grâce au courage de quelques hommes, officiers, sous-officiers, soldats, que la bataille d'Omaha Beach ne finit pas en désastre. Constituant des groupes de hasard, ils sortirent de l'abri des dunes pour avancer à travers les champs de mines vers le sommet de la crête, tandis que 2 destroyers approchaient à moins de 1000 mètres du rivage pour les soutenir de leur feu. Peu à peu, des hommes hagards allaient se regrouper, triompher de leur peur, s'emparer des villages avoisinants et permettre au matériel qui avait été mis à terre de quitter le piège mortel de la grève où le feu de l'ennemi l'avait bloqué dans un enchevêtrement indescriptible. Sur 2200 tonnes de matériel, 100 seulement restaient utilisables. 5000 hommes étaient tombés. Et en regardant ce site d'Omaha Beach, où les compagnies décimées se sont levées vague après vague pour partir à l'assaut des crêtes, on ne peut manquer d'éprouver un moment d'émotion. C'est pourtant la pointe du Hawk, où le temps n'a pas réussi à effacer les traces des combats, qui nous permet le mieux d'évaluer l'âpreté de la bataille. Pour réduire la batterie qui aurait dû se trouver à son sommet, 225 Rangers du 2e bataillon, placés sous les ordres du colonel Ruder, s'étaient lancés à l'assaut de la falaise. Les canons avaient été déplacés, mais les troupes allemandes passèrent à la contre-attaque. Et lorsque le 8 juin, après 2 jours de combats acharnés, les Rangers purent quitter ces rochers où ils avaient accroché la bannière étoilée, il n'était plus que 80, dont de nombreux blessés. Les hommes qui sont tombés pour conquérir ces falaises et ces dunes sont allés dormir avec leurs camarades dans le cimetière d'Omaha Beach. Le monument qu'on y a élevé nous parle de la résurrection de l'homme ou d'un monde. Et les croix blanches qui s'y étendent à perte de vue nous disent mieux que les mots le prix de la liberté. En la seule journée du 6 juin 1944, plus de 10 000 hommes avaient été tués, blessés ou portés disparus. Mais 135 000 combattants alliés se trouvaient à terre. Et les Britanniques allaient pouvoir, en quelques jours, réaliser la construction du port artificiel d'Arromanches, un des exploits de cette guerre, qui, avec ses 12 km² de superficie, allait permettre le débarquement de 9000 tonnes de matériel par jour et la poursuite de l'offensive. Les unes après les autres, les villes allaient tomber en criant leur allégresse de voir la fin du cauchemar approcher. Et au milieu des ruines, les enfants de France pouvaient saluer la liberté. Lorsque le 21 août 1944, la bataille de Normandie fut terminée, les Allemands avaient perdu 450 000 hommes, tués, blessés ou prisonniers. Et les Alliés pouvaient lancer leurs blindés jusqu'au cœur de l'Europe. Depuis ces temps, les ruines ont été relevées et les villes détruites sont redevenues des villes. Mais le monde ne peut pas oublier. Et quand bien même il le voudrait, les cimetières de Normandie sont là pour rappeler ce qu'a coûté la folie des hommes. Il y a les Américains, les Britanniques, les Canadiens, les Polonais, les Allemands. La même paix s'en dégage, que leur mort ait été dans un camp ou dans l'autre, comme si cela n'avait été que futilité, et que seul avait compté dans ce combat de titans le dépassement de soi-même.